Après la mort de mon mari, ses enfants ont dit, nous voulons l'héritage, l'entreprise, tout. Mon avocat m'a supplié de me battre. J'ai dit, donnez-leur tout. Tout le monde pensait que j'avais perdu la tête. Lors de l'audience finale, j'ai signé les papiers. Les enfants souriaient, jusqu'à ce que leur avocat devienne pâle en lisant. Je suis ravi de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin, et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire est parvenue. Les fleurs des funérailles étaient encore fraîches, lorsqu'ils ont décidé de me détruire. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir de Floyd, dans son bureau à domicile, ce même fauteuil où il avait passé d'innombrables soirées à examiner des documents commerciaux, et à planifier notre avenir ensemble. 22 ans de mariage, et maintenant, j'étais censé prétendre que les deux hommes debout devant moi avaient le moindre droit de décider de mon sort. Sidney, le fils aîné de Floyd, portait la mort de son père comme un costume coûteux, parfaitement taillé à son avantage. À 45 ans, il possédait la même présence imposante que Floyd avait autrefois, mais sans aucune de sa chaleur. Ses yeux gris acier m'ont balayé, avec le calcul froid d'un homme d'affaires évaluant un mauvais investissement. Colin, dit-il, sa voix portant ce ton condescendant que j'avais appris à détester au fil des ans. Nous devons discuter de certaines questions pratiques. Edwin, de 3 ans son cadet, mais paraissant curieusement plus vieux avec ses cheveux prématurément clairsemés et sa mâchoire molle, se tenait à côté de son frère tel un lieutenant fidèle. Là où Sidney n'était qu'angle vif et mouvement calculé, Edwin était une agression passive enveloppée dans une fausse inquiétude. Nous savons que c'est difficile, ajouta Edwin, sa voix dégoulinant d'une sympathie synthétique. Perdre papa si soudainement, ça a été dur pour nous tous. Dur pour nous tous. Comme s'ils avaient été ceux qui tenaient la main de Floyd pendant ses longues nuits à l'hôpital. Comme s'ils avaient été ceux qui prenaient des décisions impossibles, concernant les traitements et la gestion de la douleur. Ils s'étaient montrés pour les funérailles, bien sûr. Sidney arrivant par avion de son cabinet d'avocat à San Francisco. Edwin remontant en voiture depuis Los Angeles, où il dirigeait une vague entreprise de conseil. Mais pendant les 3 mois de la maladie de Floyd, quand cela comptait vraiment, j'avais été seul. Quel genre de questions pratiques, ai-je demandé, bien que quelque chose de froid s'installait déjà dans mon estomac. Sidney échangea un regard avec Edwin, une communication silencieuse perfectionnée au cours de décennies de secrets partagés et de compréhension mutuelle. C'était le genre de regard qui excluait tout le monde dans la pièce, tout le monde comme moi. La succession, dit simplement Sidney. Les actifs de papa, les propriétés, les intérêts commerciaux. Nous devons régler la façon dont tout sera distribué. J'ai senti mes doigts se serrer autour des accoudoirs du fauteuil de Floyd. Le cuir était usé et lisse, poli par des années où ses mains s'étaient posées au même endroit, et je trouvais du réconfort dans cette texture familière. Floyd et moi en avons discuté longuement. Il m'a assuré que tout était pris en charge. Eh bien, oui, dit Edwin, son ton suggérant que je manquais quelque chose d'évident. Papa a pris des dispositions, mais peut-être n'a-t-il pas expliqué toute la complexité de la situation. Sidney sortit un dossier manie de sa mallette et le posa sur le bureau de Floyd, ce même bureau où Floyd m'avait embrassé pour me dire au revoir chaque matin pendant 22 ans. Le dossier était épais, d'apparence officielle, intimidant de la manière dont les documents juridiques l'étaient toujours. Le testament est assez clair, poursuivit Sidney, ouvrant le dossier avec une précision théâtrale. La maison ici, à Sacramento, évaluée à environ $850 000, revient conjointement à Edwin et à moi-même. La villa du lac Tahoe, estimée à $750 000, nous revient également. Les actifs de l'entreprise, environ $400 000, seront également répartis entre nous. Chaque chiffre me frappait comme un coup physique. Notre maison, l'endroit où Floyd et moi avions construit notre vie ensemble, où nous avions organisé les dîners de Noël et les fêtes d'anniversaire, où nous avions parlé de vieillir ensemble. Disparu. La villa où nous avions passé notre lune de miel, où nous avions célébré notre 10e anniversaire, où Floyd m'avait dit qu'il m'aimait pour la première fois. Disparu. Et qu'en est-il de moi, ai-je demandé doucement. Edwin se décala mal à l'aise, mais l'expression de Sidney resta inchangée. Eh bien, naturellement, il y a la police d'assurance vie. $200 000. Cela devrait être plus que suffisant pour vos besoins à l'avenir. $200 000 pour une femme de 63 ans, qui avait renoncé à sa carrière pour soutenir la famille de son mari. Pour quelqu'un qui avait passé les 2 dernières décennies à gérer le foyer de Floyd, à recevoir ses associés, à prendre soin de lui pendant sa maladie.
200 000 $ pour recommencer à zéro. Je vois, dis-je, bien que je ne voyais pas du tout. Cela ne pouvait pas être juste. Floyd m'avait promis que je serais prise en charge, que je n'aurais jamais à m'inquiéter de ma sécurité ou de ma stabilité. Ce n'est pas personnel, Colin, dit Edwin. Et la fausse douceur dans sa voix me donna la chair de poule. C'est juste que papa a toujours voulu que les actifs familiaux restent dans la lignée de sang. Tu comprends? Lignée de sang. Comme si les 22 années que j'avais passées en tant qu'épouse de Floyd, et belle-mère de Sydney et Edwin, ne signifiaient rien. Comme si l'amour et l'engagement étaient d'une certaine manière moins valables que la génétique. Bien sûr, ajouta Sydney, nous ne sommes pas sans cœur. Tu peux rester dans la maison pendant 30 jours, le temps de prendre tes dispositions. Nous pensons que c'est plus que juste. Juste? Il pensait que 30 jours pour déraciner une vie, c'était juste. J'ai regardé autour du bureau, absorbant les détails familiers qui appartiendraient bientôt à quelqu'un d'autre. L'étagère où Floyd gardait ses romans en première édition. La fenêtre qui donnait sur le jardin que nous avions planifié ensemble. La petite photographie sur son bureau, non pas de Sydney ou d'Edwin, mais de Floyd et moi le jour de notre mariage. Tous les deux riant de quelque chose dont je ne pouvais plus me souvenir. Il y a encore une chose, dit Sydney, et quelque chose dans son ton me fit lever les yeux brusquement. Il sortit un autre document du dossier. Celui-ci plus petit, mais d'une certaine manière plus menaçant. Papa a accumulé des factures médicales importantes pendant sa dernière maladie. L'assurance en a couvert la majeure partie, mais il reste environ 180 000 $ à payer. Puisque tu étais sa femme, et que tu as probablement pris les décisions médicales conjointement, l'hôpital et les médecins se tournent vers toi pour le paiement. La pièce sembla tourner légèrement. 180 000 $ de dette, avec seulement 200 000 $ de l'assurance vie pour les couvrir. Cela me laisserait avec 20 000 $, pour reconstruire ma vie entière. Mais sûrement la succession, commençai-je. Les actifs de la succession sont bloqués dans l'homologation, l'interrompit Edwin avec fluidité. Et étant donné les termes spécifiques du testament, ces dettes sont considérées comme séparées des propriétés héritées. C'est malheureux, mais c'est ainsi que ces choses fonctionnent légalement. Je les ai regardés tous les deux, ces deux hommes qui m'avaient appelé maman aux funérailles de leur père il y a tout juste 3 jours. Sydney avec son costume parfaitement repassé et ses yeux froids. Edwin avec ses traits doux et sa voix qui suggérait de l'inquiétude tout en délivrant de la cruauté. J'ai besoin d'un peu de temps pour assimiler tout ça, dis-je finalement. Bien sûr, dit Sydney, se levant et ajustant sa veste. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais souviens-toi, le compte à rebours de 30 jours commence demain, et ses factures médicales. Eh bien, plus elles traînent, plus les choses deviennent compliquées. Ils m'ont laissé seul dans le bureau de Floyd, entouré des fantômes de notre vie commune et du poids écrasant de ma nouvelle réalité. Le silence était assourdissant. Aucun réconfort, aucune assurance, aucune suggestion selon laquelle nous pourrions peut-être travailler ensemble, pour trouver une solution qui honorerait à la fois les vœux de Floyd, et mon besoin humain fondamental de sécurité. Je suis resté assise là, alors que la lumière de l'après-midi se déplaçait à travers la pièce, créant des ombres qui semblaient se moquer de la clarté que Floyd et moi avions autrefois partagée ici. Mes mains ont trouvé le petit tiroir du bureau de Floyd, là où il avait toujours gardé ses objets personnels. À l'intérieur, sous de vieux reçus et des cartes de visite, mes doigts ont touché quelque chose d'inattendu, une petite clé, que je n'avais jamais vue auparavant. La clé était en violet laiton, usée et lisse à force d'être manipulée. Elle ne correspondait à aucune serrure de la maison à laquelle je pouvais penser, mais Floyd l'avait gardée dans son espace le plus privé. Pourquoi? Alors que je tenais la clé à la lumière, j'ai remarqué que la voiture d'Edwin était toujours dans l'allée. À travers la fenêtre, je pouvais le voir, lui et Sydney, debout à côté, leurs têtes rapprochées dans une conversation animée. Ils célébraient, réalisais-je. Ils partageaient leur héritage, planifiant ce qu'ils feraient de leur richesse nouvellement acquise. Aucun d'eux ne regardait vers la maison où leur belle-mère, la femme de leur père, était assise seule avec les ruines de sa vie étalées devant elle. Mais alors que je les regardais s'éloigner, quelque chose d'étrange s'est produit. Au lieu du désespoir que je m'attendais à ressentir, une émotion différente a commencé à prendre racine. Cela a commencé petit, juste un murmure au fond de mon esprit, mais c'est devenu plus fort à chaque instant qui passait. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient m'avoir effacé avec succès de l'héritage de Floyd, m'avoir réduite à rien de plus qu'un inconvénient à gérer avec le minimum d'exigences légales. Ce qu'ils ne savaient pas,
ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était que Floyd avait toujours été plus rusé qu'aucun de ses fils ne le réalisait. Et après 22 ans de mariage, une partie de cette ruse avait déteint sur moi. La clé dans ma main semblait devenir plus chaude alors que je la tenais, comme si elle essayait de me dire quelque chose. Demain, je découvrirai quelle serrure elle ouvrait. Ce soir, je laisserai Sidney et Edwin profiter de leur victoire. Martin Morrison était l'avocat de Floyd depuis 15 ans. Et en tout ce temps, je ne l'avais jamais vu aussi mal à l'aise, assis en face de moi dans son bureau du centre-ville. Son calme habituellement parfait était fissuré, révélant l'homme inquiet sous la façade professionnelle. « Colin, dit-il, retirant ses lunettes et les nettoyant pour la 3e fois en 10 minutes. Je dois vous conseiller dans les termes les plus forts possibles. Ce n'est pas la bonne décision. » Le soleil du matin inondait les fenêtres du sol au plafond de son bureau au 15e étage, projetant tout en relief net. La rivière Sacramento scintillait en contrebas, et quelque part dans ces immeubles de bureaux étincelants de l'autre côté de l'eau, des gens prenaient des décisions rationnelles concernant leur vie. Je les enviais. « Je comprends vos inquiétudes, Martin, dis-je, ma voix plus stable que je ne le sentais. Mais ma décision est prise. » Il posa ses lunettes et se pencha en avant, son expression sincère. « Vous pourriez vous battre. Le testament. Il y a des irrégularités, des questions sur l'état mental de Floyd lors de la révision finale. Nous pourrions le contester, retarder l'homologation, forcer Sidney et Edwin à négocier. » J'avais passé une nuit blanche à lire et relire les documents que Sidney m'avait laissés, essayant de comprendre comment Floyd, mon Floyd, avait pu m'effacer si complètement de notre vie commune. Le langage était froid, clinique, réduisant 22 ans de mariage à quelques paragraphes sur une provision adéquate et des arrangements appropriés. Combien de temps prendrait une contestation, ai-je demandé. Des mois, peut-être des années. Mais Colin, vous auriez une vraie chance. Je connais Floyd et ce testament. Il ne correspond pas à l'homme que je connaissais. L'homme qui parlait de vous avec tant d'amour et de respect. Amour et respect. Avais-je imaginé toutes ces conversations où Floyd m'assurait que je serais prise en charge? Avais-je mal compris ces promesses selon lesquelles je n'aurais jamais à m'inquiéter pour mon avenir? Et pendant ces mois ou ces années, de quoi vivrais-je? Sidney a clairement indiqué que les dettes médicales sont ma responsabilité. 180 000 $, Martin. Même si je gagnais une contestation par la suite, je serais en faillite bien avant cela. La mâchoire de Martin se serra. Sidney et Edwin jouent serré. Mais c'est exactement pour cela que vous ne devriez pas leur donner ce qu'ils veulent. Ils comptent sur le fait que vous soyez trop intimidé, ou trop épuisé, pour vous battre. Il avait raison. Bien sûr. Chaque instinct que j'avais hurlé que c'était faux, que Floyd n'avait pas l'intention de me laisser avec presque rien, tandis que ses fils héritaient de millions. Mais les instincts ne payaient pas les factures médicales, ni ne mettaient un toit au-dessus de ma tête. Et si je leur donnais simplement tout ce qu'ils veulent, ai-je demandé doucement. Martin cligna des yeux. Je vous demande pardon? Et si je signais tous les papiers dont ils ont besoin, transférais toutes les revendications sur les propriétés, et partais proprement? À quelle vitesse cela pourrait-il être fait? Colin, vous n'êtes pas sérieuse. Vous renonceriez à vos droits légaux de contester. À quelle vitesse, Martin? Il me fixa pendant un long moment, son masque professionnel glissant pour révéler une véritable inquiétude. Si vous renonciez à toutes les réclamations et signiez les décharges appropriées. Une semaine, peut-être 2. Mais pourquoi envisageriez-vous même cela? J'ai regardé à nouveau la rivière, observant un petit bateau naviguer dans le courant. Le capitaine du bateau semblait savoir exactement où il allait, suivant une carte invisible qui le guidait en toute sécurité vers sa destination. Parce que me battre me détruirait, dis-je finalement. Même si je gagnais, je serais une personne différente à la fin. Aigri, épuisé, fauché. Peut-être vaut-il mieux accepter ce qui est offert et construire quelque chose de nouveau. Martin se renversa dans son fauteuil, m'étudiant avec cette concentration intense qui avait fait de lui l'un des avocats les plus prospères de Sacramento. Colin, en 30 ans de pratique, je n'ai jamais eu un client qui s'éloigne volontairement d'un héritage à 7 chiffres. Il doit y avoir quelque chose qui m'échappe ici. Il y avait quelque chose qui lui échappait, mais je ne pouvais pas lui expliquer. Je ne pouvais pas expliquer la certitude qui avait grandi en moi depuis la découverte de la mystérieuse clé de Floyd. Toute la nuit, j'avais fouillé la maison pour trouver ce qu'elle pouvait déverrouiller, vérifiant chaque tiroir, chaque armoire, chaque espace de rangement auquel je pouvais penser. Rien.
mais la clé semblait importante. Elle ressemblait à Floyd essayant de communiquer quelque chose depuis l'au-delà. Peut-être que je suis juste fatigué, dis-je. Fatigué de me battre? Fatigué d'être vu comme la belle-mère avide qui veut voler l'héritage des fils. Peut-être est-il plus facile de les laisser avoir ce qu'ils pensent mériter. Ce qu'ils pensent mériter. La voix de Martin devint plus tranchante. Colin, il ne s'agit pas de ce qu'il mérite. Il s'agit de ce que Floyd voulait. Et je vous le dis, en tant qu'avocat et ami, ce testament ne reflète pas ses véritables souhaits. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Madame Whittaker, c'est Edwin. Pourrions-nous nous rencontrer aujourd'hui pour discuter du calendrier du transfert de propriété? Je veux rendre cela aussi fluide que possible pour toutes les personnes impliquées. La politesse était presque pire que la franchise froide de Sydney. Au moins, Sydney ne faisait pas semblant de se soucier de rendre les choses fluides pour moi. Il planifie déjà le transfert, dis-je, montrant le message à Martin. Son visage s'assombrit. Il vous presse. Tactique de pression classique. Colin, je vous supplie de reconsidérer. Prenez le temps de faire votre deuil, de traiter ce que vous avez perdu. Ne prenez pas de décisions irréversibles pendant que vous êtes sous le choc. Mais je n'étais plus sous le choc. L'engourdissement qui m'avait porté à travers la maladie et la mort de Floyd se levait, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la clarté. Je ne pouvais pas combattre Sydney et Edwin avec leurs avocats, leur sentiment de légitimité et leur connaissance intime des affaires de Floyd. Mais peut-être n'avais-je pas besoin de les combattre directement. Si je devais signer les papiers, dis-je lentement, à quoi renoncerais-je exactement? Martin soupira lourdement, reconnaissant la défaite. Toutes les réclamations sur la résidence principale, la propriété du lac Tahoe, les actifs de l'entreprise, tous les comptes conjoints ou investissements. Vous ne conserveriez que le versement de l'assurance vie, et tous les biens personnels qui étaient spécifiquement vôtres avant le mariage. Et en échange, ils accepteraient de gérer les dettes médicales sur les fonds de la succession avant la distribution? Je partirais libre de ces obligations? C'était quelque chose. Au moins, cela me laisserait avec les 200 000 $ entiers, au lieu de seulement 20 000 $ après le paiement de la dette. Toujours pas assez pour une sécurité à long terme, mais assez pour survivre pendant que je déterminerai la suite. J'ai besoin de voir le libellé exact, dis-je. Martin ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Je vais rédiger quelque chose qui protège vos intérêts autant que possible dans les circonstances. Mais Colin, une fois que vous aurez signé ceci, il n'y aura pas de retour en arrière. Vous n'aurez aucun recours légal si vous découvrez plus tard des informations qui auraient changé votre décision. Je comprends. Mais même en le disant, je me demandais si je comprenais vraiment. La clé dans mon sac à main semblait devenir plus lourde. Un rappel constant que Floyd m'avait laissé quelque chose, un message ou une instruction que je n'avais pas encore déchiffré. Étais-je en train de commettre une terrible erreur en abandonnant si facilement? Ou étais-je guidé par un instinct qui allait plus loin que la logique? Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Sydney. Mère, nous apprécions ta coopération en cette période difficile. Edwin et moi voulons rendre la transition aussi indolore que possible. Peut-être pourrions-nous tout finaliser d'ici la fin de la semaine. Mère. Il m'appelait mère quand il voulait quelque chose, mais cela sonnait creux. Où était cette préoccupation familiale pendant les derniers mois de Floyd, quand j'étais assise seule dans les salles d'attente de l'hôpital? Ils veulent que tout soit signé d'ici la fin de la semaine, dis-je à Martin. Bien sûr que oui. Plus vite ils peuvent obtenir votre signature, moins vous avez de temps pour changer d'avis ou demander un deuxième avis. Il me regarda intensément. Colin, il y a quelque chose dans toute cette situation qui me semble faux. Sydney et Edwin agissent comme s'ils avaient peur que vous découvriez quelque chose qui compliquerait leur héritage. Les hommes ne se précipitent généralement pas à travers l'homologation, à moins d'avoir une raison de s'inquiéter. Cette pensée m'avait traversé l'esprit aussi. Durant toutes les années où j'avais connu Sydney et Edwin, ils n'avaient jamais été particulièrement efficaces ou pressés pour quoi que ce soit. Sydney était méthodique à l'excès, et Edwin était positivement nonchalant dans son approche des affaires. Cette poussée soudaine pour une résolution rapide semblait contraire à leur caractère. Peut-être qu'ils sont juste impatients de passer à autre chose, dis-je, bien que je ne le croyais pas moi-même. Ou peut-être qu'ils savent quelque chose que vous ignorez. Martin ferma son ordinateur portable et se pencha à nouveau en avant. Colin,
je vais vous le demander une dernière fois. Prendrez-vous au moins 48 heures pour y réfléchir? Dormez là-dessus. Parlez à un ami, un conseiller, quelqu'un qui n'est pas émotionnellement investi dans le résultat. J'ai failli rire. Un ami? Floyd et moi avions été les meilleurs amis l'un de l'autre pendant 22 ans. Nous avions laissé d'autres amitiés s'estomper alors que nous nous concentrions sur la construction de notre vie ensemble, recevant ses associés, gérant son foyer. J'avais été la femme de Floyd, la belle-mère de Sydney et Edwin. Mais je n'avais jamais vraiment compris qui j'étais en tant que femme individuelle. Je n'ai pas besoin de 48 heures, dis-je. J'ai déjà décidé. Martin m'étudia pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. Très bien. Je vais rédiger les papiers, mais je veux tout par écrit. Le raccord pour gérer les dettes médicales, un calendrier clair pour le moment où vous recevrez le versement de l'assurance, et une clause qui vous protège de toute réclamation future liée à la succession de Floyd. Merci. Ne me remerciez pas encore. Je suis sur le point de vous aider à faire ce qui pourrait être la plus grosse erreur de votre vie. En quittant le bureau de Martin et en traversant le hall en marbre vers l'ascenseur, j'ai aperçu mon reflet dans les murs polis. La femme qui me regardait était quelqu'un que je reconnaissais à peine. Plus âgée, certainement, mais aussi d'une certaine manière plus solide, plus présente. Pendant 22 ans, j'avais été la femme de Floyd, définie par ma relation avec lui et ses fils. Pour la première fois depuis sa mort, j'étais forcé de découvrir qui était Colin Morrison Whittaker, une fois dépouillé de ses rôles. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et j'entrai. Alors que nous descendions vers le parking, j'ai touché la clé dans mon sac à main une fois de plus. Floyd m'avait laissé quelque chose. J'en étais sûr. Et quoi que ce soit, Sydney et Edwin n'étaient pas au courant. La clé ouvrait un coffre-fort à la First National Bank, sur J Street. Un coffre dont j'ignorais l'existence. J'avais passé 2 jours à fouiller méthodiquement chaque centimètre de notre maison, de plus en plus frustré par chaque tiroir vide et chaque armoire insignifiante. Ce n'est que lorsque j'ai fouillé le portefeuille de Floyd, celui que l'hôpital avait rendu avec ses effets personnels, que j'ai trouvé la petite carte de visite glissée derrière son permis de conduire. First National Bank, avec un numéro manuscrit au dos, 379. La directrice de la banque, une femme aimable nommée Patricia, qui se souvenait de Floyd lors de ses visites occasionnelles, m'a conduite à la chambre forte avec une sympathie appropriée. Monsieur Whittaker était très précis à propos de ce coffre, dit-elle alors que nous descendions les marches en marbre. Seul vous et lui y aviez accès. Il l'a ouvert il y a environ 6 mois. 6 mois auparavant. Juste au moment où la santé de Floyd avait commencé à décliner, quand il avait commencé à avoir ces mystérieuses réunions d'affaires qu'il ne m'avait jamais vraiment expliquées. Le coffre était plus grand que je ne l'avais prévu, et plus lourd. Patricia me laissa seule dans la petite salle de consultation, et avec des doigts tremblants, je soulevai le couvercle métallique. À l'intérieur se trouvaient des documents, beaucoup de documents. Mais ce n'étaient pas les papiers juridiques auxquels je m'attendais, comme des testaments ou des polices d'assurance. C'étaient des lettres personnelles, des emails imprimés, des relevés financiers, et ce qui ressemblait à des rapports de surveillance. La première chose qui attira mon attention fut une lettre de l'écriture de Floyd, datée de seulement 2 mois avant sa mort. L'enveloppe était marquée, pour Colin, à n'ouvrir qu'après avoir tout lu. Je l'ai mise de côté et j'ai pris le document suivant, un échange de mails imprimé entre Sydney et un certain Marcus Crawford. L'horodatage montrait qu'il datait d'il y a 8 mois. Et à mesure que je lisais, mon sang se glaça. Marcus, papa va plus mal. Les médecins pensent qu'il lui reste peut-être 6 mois. Nous devons accélérer les protocoles de transfert. Peux-tu accélérer la paperasse dont nous avons discuté? La réponse était tout aussi effrayante. Sydney, j'ai préparé les documents comme demandé. Une fois que ton père aura signé, les actifs de l'entreprise seront restructurés sous les sociétés écrans que nous avons établies. Les propriétés personnelles peuvent être transférées immédiatement après le décès. Qu'en est-il de la femme? Colin ne sera pas un problème. Elle ne comprend pas le côté commercial, et le temps qu'elle comprenne ce qui se passe, il sera trop tard. Papa nous fait entièrement confiance. J'ai dû le lire 2 fois avant que le sens ne s'imprègne. Il planifiait cela depuis des mois. Pendant que je prenais soin de Floyd, le conduisant aux rendez-vous médicaux, gérant ses médicaments, ses fils complotaient pour voler, non seulement moi, mais leur propre père. Le document suivant était un relevé bancaire pour un compte dont je n'avais jamais entendu parler.
Whitaker Holdings LLC. Le solde affichait 4,7 millions de dollars. En dessous se trouvait une note manuscrite de Floyd. Colin, ce sont nos vraies économies. Les garçons pensent que tout mon argent est immobilisé dans la maison et l'entreprise, mais j'ai déplacé la majeure partie de nos actifs ici il y a des mois. J'essayais de nous protéger. 4,7 millions de dollars. Nous n'étions pas pauvres. Nous n'étions même pas de la classe moyenne. Floyd avait été discrètement riche, et Sidney et Edwin avaient essayé de voler leur père mourant. Mes mains tremblaient alors que je prenais l'objet suivant, un dossier étiqueté enquête privée, confidentielle. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dossiers financiers et un rapport sommaire d'un certain James Mitchell, détective privé agréé. Les photos montraient Sidney entrant et sortant de ce qui semblait être un casino haut de gamme à Reno. Les eurodatages indiquaient qu'il avait fait plusieurs voyages au cours de l'année écoulée, restant parfois plusieurs jours. Les dossiers financiers peignaient un tableau encore plus sombre. Sidney devait 230 000 dollars à divers créanciers, la plupart liés à des dettes de jeu. Le dossier d'Edwin était tout aussi accablant. L'enquête avait révélé que son entreprise de conseil était en fait une couverture pour une série de projets d'investissement ratés. Il avait perdu près de 300 000 dollars de l'argent d'autres personnes, y compris des fonds appartenant à plusieurs clients âgés qui lui avaient confié leurs économies de retraite. Les deux fils de Floyd se noyaient dans les dettes et les problèmes juridiques. Pas étonnant qu'ils aient été si impatients de mettre la main sur leur héritage. Mais le document le plus dévastateur était un rapport médical daté de 3 mois avant la mort de Floyd. Ce n'était pas de son médecin habituel. C'était d'un neurologue dont je n'avais jamais entendu parler. Le résumé était bref mais concluant. Le patient ne montre aucun signe de déficience cognitive ou de capacité diminuée. Les facultés mentales restent vives et la capacité de prise de décision intacte. Sidney et Edwin avaient suggéré à quiconque voulait l'entendre que la maladie de Floyd affectait son jugement, qu'il n'était pas capable de prendre des décisions judicieuses concernant sa succession. Mais ce rapport prouvait le contraire. Floyd avait été complètement compétent mentalement jusqu'à la fin. Le dernier document dans le dossier était une copie d'un testament différent, non pas celui que Sidney m'avait montré, mais un daté de seulement 6 semaines avant la mort de Floyd. Ce testament me laissait tout, avec des fonds en fiducie modestes pour Sidney et Edwin qui seraient versés annuellement, mais ne pouvaient pas être consultés en une seule fois. Une note dans la marge de l'écriture de Floyd disait « Original détenu par Mitchell et associés, pas le cabinet Morrison ». Mon cœur battait la chamade alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Il y avait 2 testaments. Sidney et Edwin avaient d'une manière ou d'une autre eu accès à une ancienne version, et l'utilisaient pour réclamer leur héritage, tandis que le véritable testament final était caché en sécurité dans un autre cabinet d'avocats. Mais pourquoi ce Mitchell et associés ne m'avaient-ils pas contacté après la mort de Floyd? Pourquoi découvrais-je cela seulement maintenant? J'ai pris la lettre de Floyd avec des mains tremblantes et j'ai soigneusement ouvert l'enveloppe. Ma très chère Colin, commençait-elle. Si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que les garçons ont montré leur vrai visage. Je suis désolé de ne pas avoir pu te parler de tout cela de mon vivant, mais je devais être sûr de ce qu'ils planifiaient. La lettre expliquait ensuite comment Floyd était devenu soupçonneux lorsque Sidney et Edwin étaient soudainement devenus si attentionnés pendant sa maladie, non pas par amour, mais parce qu'il se positionnait pour contrôler sa succession. Il avait engagé le détective privé, déplacé l'argent et créé le plan élaboré pour me protéger. Les garçons pensent qu'il hérite de la maison et de l'entreprise. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que j'ai lourdement hypothéqué les 2 propriétés l'année dernière. La maison a un privilège de 1,2 million de dollars contre elle, et l'entreprise doit 800 000 dollars aux créanciers. Ils n'héritent pas d'actifs. Ils héritent de dettes. J'ai fixé la lettre, croyant à peine ce que je lisais. Floyd avait essentiellement donné à Sidney et Edwin une pilule empoisonnée déguisée en héritage. La police d'assurance vie qu'ils ont mentionnée est réelle, continuait la lettre, mais elle n'est pas de 200 000 dollars. Elle est de 500 000 dollars, et l'argent supplémentaire est destiné à t'aider à recommencer à zéro. Martin Morrison n'était jamais censé gérer ma succession. J'ai renvoyé son cabinet il y a 2 mois, mais je ne lui ai pas dit. Les garçons ont dû le convaincre de représenter la famille après ma mort. Le dernier paragraphe m'a mis les larmes aux yeux. Je sais que cela semble cruel, mais je ne pouvais pas rester là et les regarder te voler comme ils ont volé tout le monde. Ils ont fait leur choix, Colin. Maintenant, ils doivent vivre avec les conséquences. Tu mérites mieux que ce qu'ils prévoyaient de te donner. Prends l'argent, prends un nouveau départ, et ne regarde pas en arrière.
Amour toujours, Floyd. Attachée à la lettre se trouvait une carte de visite pour Mitchell et associés, et une note indiquant que je devais les contacter immédiatement après avoir lu le contenu du coffre-fort. Je suis resté assise dans cette petite pièce sans fenêtre pendant près d'une heure, essayant de traiter tout ce que j'avais appris. Floyd ne m'avait pas abandonné. Il m'avait protégé. Et Sidney et Edwin, les hommes qui m'avaient appelé maman aux funérailles, qui avaient parlé si éloquemment de famille et d'héritage, n'étaient rien de plus que des voleurs ordinaires. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui me retournait l'estomac. Si Sidney et Edwin étaient si désespérés d'avoir de l'argent qu'ils voleraient leur père mourant, que feraient-ils lorsqu'ils découvriraient que leur héritage était en fait une montagne de dettes? S'en prendraient-ils à moi? Essaieraient-ils de me forcer à les sortir du trou financier que Floyd avait creusé pour eux? J'ai soigneusement remis tous les documents dans le coffre-fort, à l'exception de la carte de visite et de la lettre de Floyd. Celles-ci, je les ai glissées en sécurité dans mon sac à main. Demain, j'appellerai Mitchell et associés, et je découvrirai exactement ce que Floyd avait arrangé. Mais ce soir, je devais endurer un dîner avec Sidney et Edwin, sachant ce que je savais maintenant sur eux. Je devais sourire et hocher la tête pendant qu'ils discutaient de leurs projets pour nos propriétés, prétendant que je ne savais pas qu'ils étaient sur le point de n'hériter de rien d'autre que des dettes et des ennuis juridiques. Alors que je rentrais chez moi, mon téléphone sonna. C'était Edwin. Colin, dit-il, sa voix chaude d'une fausse affection. Bianca et moi adorerions t'avoir à dîner ce soir. Nous avons pensé que ce serait bien de passer un peu de temps en famille avant de finaliser toutes les questions juridiques. Du temps en famille? Quelle attention de leur part. Cela semble charmant, dis-je, surprise par la stabilité de ma voix. Quelle heure? 19h. Et Colin, nous voulons vraiment que tu saches à quel point nous apprécions la grâce avec laquelle tu gères tout cela. Papa serait fier. Papa serait fier. Si seulement Edwin savait ce que papa pensait réellement de ses fils accros au jeu et criblés de dettes. En raccrochant et en continuant à conduire vers ce qui serait probablement mon dernier dîner en tant que membre de la famille Whittaker, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Le chagrin et la confusion que je portais depuis la mort de Floyd étaient toujours là, mais ils étaient maintenant mêlés à autre chose, quelque chose de plus dur et de plus concentré. Sidney et Edwin pensaient être si malins, manipulant la veuve éplorée, me pressant de prendre des décisions avant que je puisse penser clairement. Ils n'avaient aucune idée que leur père avait eu 10 coups d'avance sur eux tout le temps. Et ils n'avaient certainement aucune idée que j'étais sur le point d'avoir 10 coups d'avance sur eux, moi aussi. Le dîner allait être très intéressant, en effet. La maison d'Edwin et Bianca, à Granite Bay, était un monument à l'argent emprunté et au faux succès. En garant ma voiture dans leur allée circulaire, je n'ai pu m'empêcher de remarquer les nouvelles voitures de luxe, une BMW et une Mercedes, qui coûtaient clairement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Maintenant, je comprenais d'où venait l'argent. Bianca ouvrit la porte, portant une robe de créateur qui coûtait probablement plus que mon budget alimentaire mensuel. À 38 ans, elle avait perfectionné l'art de paraître coûteusement entretenue, des mèches qui coûtaient $600 toutes les 8 semaines, des ongles nécessitant des retouches hebdomadaires, des bijoux qui scintillaient avec le genre de pierres accompagnés d'avenants d'assurance. Colin, s'exclama-t-elle, m'attirant dans une bise aérienne qui effleura à peine ma joue. Tu as l'air merveilleuse. Comment tiens-tu le coup? L'inquiétude dans sa voix était à peu près aussi authentique que la couleur de ses ongles, mais j'ai souri et joué le jeu. Je me débrouille, ma chère. Merci de me recevoir. Sidney était déjà là, se prélassant dans le bureau d'Edwin avec un scotch à la main qui coûtait probablement plus par bouteille que ce que je dépensais en courses par mois. La pièce était toute en bois sombre et cuir, conçue pour projeter le succès et la stabilité. Ce qu'elle projetait réellement, maintenant que je connaissais la vérité, c'était un surendettement désespéré. Merde, dit Sidney, se levant pour me donner une brève accolade. Tu as l'air mieux. J'étais inquiet pour toi après notre conversation d'hier. Hier, quand il m'avait dit que j'étais essentiellement sans abri et en faillite. Une inquiétude si touchante. Edwin émergea de la cuisine, portant un verre de vin rempli de ce qui ressemblait à un chardonnay très coûteux. Colin, si content que tu aies pu venir. Bianca a cuisiné toute l'après-midi. Son fameux saumon en croûte d'herbe. Tous les trois s'agitaient autour de moi comme des hôtes gracieux, offrant des boissons et des amuse-gueules, commentant mon apparence, posant des questions sur mes projets. C'était une performance magistrale d'inquiétude familiale, et si je n'avais pas passé l'après-midi à lire sur leurs dettes de jeu et leurs entreprises commerciales ratées, j'aurais pu être touché.
Le dîner fut servi dans leur salle à manger formelle, avec de la porcelaine qui semblait appartenir à un musée, et des couverts assez lourds pour être des armes. Bianca s'était en effet surpassée. Le saumon était parfaitement préparé, le vin expertement assorti, la présentation impeccable. Alors, dit Sydney alors que nous entamions le plat principal, Martin Morrison m'a appelé cet après-midi. Il a mentionné que tu es prête à aller de l'avant avec le transfert de la succession. J'ai pris une bouchée délicate de saumon, gagnant du temps. Oui, j'ai décidé que me battre contre les vœux de Floyd n'est pas la façon dont je veux passer mes années restantes. L'harmonie familiale est plus importante que l'argent. Le soulagement qui scintilla sur le visage d'Edwin était presque comique. C'est merveilleux, Colin. Vraiment merveilleux. Papa serait si heureux de savoir que nous travaillons tous ensemble. Nous avons préparé quelques papiers, ajouta Bianca, tendant la main vers un dossier manille qui avait été posé sur le buffet. Juste pour rendre tout officiel, notre avocat les a rédigés pour compléter ce que Martin gère. Leur avocat. Bien sûr, ils avaient fait appel à leur propre représentation juridique. Je me demandais si ce mystérieux avocat était au courant des dettes de jeu de Sydney, ou des projets d'investissement frauduleux d'Edwin. Quelle prévenance, dis-je, sans toucher au dossier. Mais je devrais mentionner que j'ai réfléchi aux factures médicales. La température dans la pièce sembla chuter de plusieurs degrés. Sydney posa son verre de vin avec un peu trop de force. Quel genre de réflexion, demanda Edwin, sa voix soigneusement neutre. Eh bien, 180 000 $ est un montant substantiel. Je me demandais si nous ne devrions pas faire examiner les actifs liquides de la succession par un comptable, avant que je ne m'engage à assumer cette dette personnellement. Sydney et Edwin échangèrent un regard, le même genre de communication silencieuse dont j'avais été témoin dans le bureau de Floyd, mais cette fois je pouvais lire le sous-texte. Ils avaient peur que je découvre quelque chose. Colin, dit Sydney prudemment. Je pensais que nous avions expliqué que les actifs de la succession sont bloqués dans l'homologation. Les factures médicales sont séparées de l'héritage. Bien sûr, dis-je plaisamment. Mais Floyd était toujours si méticuleux concernant sa tenue de registre. Je suis sûr qu'il doit y avoir de la documentation sur exactement quelles dettes appartiennent à la succession, par rapport à ce qui est considéré comme une responsabilité personnelle. Bianca rit. Le son un peu trop brillant. Oh, Edwin gère tous ces trucs financiers ennuyeux, n'est-ce pas, chérie? Edwin hocha la tête rapidement. Absolument. Tout a été correctement catégorisé. Les dépenses médicales te reviennent parce que tu étais l'épouse de Floyd et, vraisemblablement, impliquée dans les décisions de traitement. C'est logique, convainc-je. Bien que, je trouve intéressant que Floyd n'ait jamais mentionné être inquiet au sujet des coûts médicaux. Il semblait toujours si confiant que nous avions une assurance adéquate. Le silence s'étira juste un instant trop longtemps. Sydney s'éclaircit la gorge. L'assurance ne couvre pas tout. Malheureusement, le traitement de papa a été assez étendu dans ces derniers mois. Je savais que je marchais en terrain dangereux, mais je ne pouvais pas résister à l'envie de pousser juste un peu. Je suppose que je devrais contacter l'hôpital directement. Obtenir une ventilation détaillée de ce qui est dû et de ce que l'assurance a réellement couvert. La fourchette d'Edwin cliqueta contre son assiette. Ce n'est pas nécessaire, Colin. J'ai déjà géré tout ça très minutieusement. Je suis sûr que tu l'as fait, dis-je. Mais en tant que veuve de Floyd, je me sens responsable de comprendre exactement ce qui s'est passé financièrement pendant sa dernière maladie. C'est le moins que je puisse faire pour sa mémoire. Bianca bondit soudainement. Qui veut un dessert? J'ai fait cette recette de tarte au chocolat du magazine Food & Wine. Elle s'enfuit pratiquement vers la cuisine, et je n'ai pas manqué le regard significatif que Sydney lança à Edwin. Ils étaient secoués, et j'avais à peine commencé à sonder. Colin, dit Sydney, se penchant en avant avec ce que je supposais être censé être une expression paternelle. J'espère que tu ne remets pas en question notre arrangement à cause de quelque chose que quelqu'un d'autre a dit. Parfois, les gens qui ne sont pas familiers avec le droit des successions peuvent donner des conseils trompeurs. Oh non, l'assurai-je. Je ne remets rien en question. J'essaie juste d'être minutieuse. Floyd disait toujours que le diable se cachait dans les détails. Edwin rit nerveusement. Papa adorait sa paperasse. Il l'adorait certainement. En fait, j'ai fouillé son bureau et je continue de trouver des documents que je ne comprends pas. Des relevés bancaires pour des comptes dont je n'ai jamais entendu parler.
Des papiers d'affaires pour des entreprises avec lesquelles je ne savais pas qu'il était impliqué. La couleur quitta le visage d'Edwin. Quel genre de document? Oh, rien d'important, j'en suis sûr. Juste des relevés financiers confus. Bien que, j'ai trouvé une clé de coffre-fort que je n'avais jamais vue auparavant. Sidney devint très immobile. Un coffre-fort? Oui. N'est-ce pas étrange? Je pensais tout savoir des arrangements financiers de Floyd, mais apparemment, il avait des comptes et des coffres dont je n'étais pas au courant. Je suppose que je devrais examiner cela avant que nous ne finalisions tout. Le regard qui passa entre les frères cette fois était de la pure panique, rapidement réprimé, mais indubitable. Merde, dit Sidney, sa voix tendue par l'effort de paraître décontracté. Tu ne devrais pas t'inquiéter avec toute cette paperasse. Les documents juridiques peuvent être très déroutants pour quelqu'un sans formation commerciale. Pourquoi ne laisses-tu pas Edwin et moi examiner ce que tu as trouvé? C'est très gentil de votre part à tous les deux, dis-je. Mais je pense que Floyd voudrait que je comprenne notre situation financière par moi-même. Après tout, je vais devoir me débrouiller seul à partir de maintenant. Bianca revint avec la tarte, son sourire semblant quelque peu forcé. Alors qu'elle servait le dessert, la conversation se déplaça vers des sujets plus sûrs, la météo, le dernier projet de conseil d'Edwin, le cabinet d'avocat de Sidney. Mais je pouvais sentir la tension sous leur bavardage poli, comme un courant électrique attendant de faire des étincelles. Après le dîner, alors que je me préparais à partir, Sidney m'accompagna à ma voiture. « Colin, dit-il, la main sur la portière de ma voiture. À propos de ces documents que tu as mentionné avoir trouvés. Oui, ce serait probablement mieux si tu les apportais à notre prochaine réunion. Laisse-nous t'aider à trier ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Le système de classement de papa n'était pas toujours logique. » Je lui souris. Le même sourire agréable que j'avais porté toute la soirée. Bien sûr, Sidney. La famille devrait aider la famille. Mais alors que je m'éloignais, je l'aperçus dans mon rétroviseur, debout dans l'allée avec son téléphone déjà collé à l'oreille. Il passait un appel qui ne pouvait pas attendre qu'il soit rentré à l'intérieur. Le temps que j'arrive chez moi, mon propre téléphone sonnait. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas à Madame Whittaker, c'est James Mitchell de Mitchell et Associés. Je crois que vous avez peut-être des documents qui appartiennent à mon bureau. Monsieur Mitchell, dis-je, m'installant dans le fauteuil de Floyd dans son bureau. Comment saviez-vous que je les avais trouvés? Votre mari a été très précis dans ses instructions. Si vous trouviez le coffre-fort, je devais vous contacter dans les 24 heures. Madame, nous devons nous rencontrer dès que possible. Il y a des choses sur la succession de votre mari que vous devez savoir avant de signer quoi que ce soit avec Sidney et Edwin. Quel genre de choses? Des choses qui vont tout changer, Madame Whittaker. Tout. En raccrochant le téléphone et en regardant autour du bureau de Floyd, mon bureau maintenant, j'ai réalisé que le jeu invisible que j'avais joué toute la soirée était sur le point de devenir très visible, en effet. Sidney et Edwin pensaient manipuler une veuve éplorée, mais ils n'avaient aucune idée que leur père avait joué un jeu beaucoup plus long, et beaucoup plus sophistiqué. Le bureau de James Mitchell n'avait rien à voir avec la suite élégante de Martin Morrison au centre-ville. Situé dans un bâtiment modeste à Midtown, Sacramento, il avait l'atmosphère confortable et vécu d'un endroit où le vrai travail se faisait, plutôt que d'un lieu où l'on courtisait des clients impressionnants. Mitchell lui-même était une surprise, un homme à la voix douce, dans la soixantaine, avec des yeux gentils et des mains qui montraient qu'il avait travaillé pour tout ce qu'il avait gagné. Madame Whittaker, dit-il, se levant de derrière un bureau qui était l'incarnation du chaos organisé. Merci d'être venu si rapidement. Veuillez vous asseoir. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Je me suis installé dans le fauteuil en cuir usé en face de son bureau, mon sac à main contenant la lettre de Floyd serré fermement sur mes genoux. Monsieur Mitchell, je dois admettre que je suis confuse à propos de tout cela. Je ne savais même pas que Floyd avait engagé un autre avocat. Il m'a engagé il y a environ 8 mois, dit Mitchell, sortant un dossier épais. Au départ, c'était juste pour mener une enquête discrète sur certaines irrégularités financières qu'il avait remarquées. Mais à mesure que nous découvrions plus d'informations, mon rôle s'est considérablement élargi. Il ouvrit le dossier et je pus voir qu'il contenait des copies de nombreux documents que j'avais trouvés dans le coffre-fort, ainsi que d'autres que je n'avais pas vus. Votre mari était un homme très minutieux, Madame Whittaker. Lorsqu'il a réalisé ce que ses fils planifiaient, il a élaboré une stratégie complète pour vous protéger, et s'assurer qu'ils feraient face aux conséquences de leurs actes.
L'enquête a montré qu'il le volait? Mitchell hocha la tête sombrement. Sidney falsifiait la signature de son père sur des documents de prêt, utilisant l'entreprise familiale comme garantie pour ses dettes de jeu. Edwin était pire. Il transférait systématiquement des fonds des comptes clients vers ses propres sociétés écrans. Tous deux faisaient face à des accusations criminelles potentielles si leurs activités venaient à être découvertes. J'ai senti un frisson s'installer sur moi. Accusations criminelles, grand larcin, fraude électronique, abus sur personnes âgées. Votre mari aurait pu les faire arrêter tous les deux. Au lieu de cela, il a choisi une forme de justice plus créative. Mitchell sortit un autre ensemble de documents et les étala sur son bureau. Ce sont les dossiers immobiliers pour la maison et la propriété du lac Tahoe. Depuis 6 mois, les deux propriétés sont hypothéquées au maximum. Votre mari a contracté des hypothèques totalisant 1,2 million de dollars sur la maison et 800 000 dollars sur la villa. Mais pourquoi ferait-il cela? Nous possédions les deux propriétés libres de toute dette. Parce qu'il savait que Sidney et Edwin en hériteraient, et il voulait s'assurer qu'il hériterait également des dettes associées. L'argent de ces hypothèques est assis en toute sécurité dans le compte Whitaker Holdings auquel vous seul pouvez accéder. Ma tête tournait alors que j'essayais de traiter ce qu'il me disait. Donc, quand ils héritent des propriétés, ils héritent de propriétés valant environ 1,6 million de dollars, mais avec des hypothèques totalisant 2 millions. Ils devront 400 000 dollars de plus que ce que les maisons valent. C'est impossible. Ils m'ont montré le testament. Ils vous ont montré un testament obsolète, l'interrompit Mitchell doucement. Un qui a été remplacé par une version finale que votre mari a exécutée 6 semaines avant sa mort. Le vrai testament vous laisse tout, avec la stipulation que si vous le choisissez, vous pouvez offrir les propriétés à Sidney et Edwin. Le choix est entièrement le vôtre. Il me tendit une copie du vrai testament. En lisant le langage juridique, une clause ressortit, je laisse la décision de ce que, le cas échéant, mes fils Sidney et Edwin hériteront, entièrement à ma bien-aimée épouse, Colleen, faisant confiance à sa sagesse et à son jugement pour déterminer ce qu'ils méritent vraiment. Floyd m'a laissé le choix, chuchotai-je. Il l'a fait. Et Madame Whitaker, il y a plus. La police d'assurance vie n'est pas de 200 000 dollars. Elle est de 500 000 dollars. Et il y a une police supplémentaire de 300 000 dollars dont Sidney et Edwin ignorent l'existence. 800 000 dollars. Combiné avec l'argent que Floyd avait déplacé vers les comptes protégés, je n'étais pas seulement en sécurité. J'étais riche. Mais voici la partie la plus importante, poursuivit Mitchell. Votre mari a tout documenté. Chaque signature falsifiée, chaque transfert frauduleux, chaque mensonge raconté par Sidney et Edwin pendant sa maladie. Si vous choisissez de poursuivre au pénal, nous avons plus qu'assez de preuves pour assurer des condamnations. La pièce sembla s'incliner légèrement alors que toute l'ampleur du plan de Floyd devenait claire. Il ne m'avait pas seulement protégé. Il m'avait donné le pouvoir de décider du sort de Sidney et d'Edwin. Que se passe-t-il si je ne poursuis pas, mais que je ne leur donne pas non plus les propriétés? Ils n'ont rien. Ils héritent de l'amour de leur père et de leurs souvenirs d'enfance, et c'est tout. Pendant ce temps, ils font toujours face aux dettes qu'ils ont déjà accumulées, et les créanciers qui attendaient leur héritage pour être remboursés ne seront pas très compréhensifs. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonna. C'était Sidney. Ne répondez pas, conseilla Mitchell. Pas encore. Il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Mais le téléphone continuait de sonner et quelque chose dans son insistance me mettait mal à l'aise. Finalement, j'ai décroché. Colleen. La voix de Sidney était tendue, presque frénétique. Nous devons parler. Il y a eu un développement. Quel genre de développement? Quelqu'un de Mitchell et associé a appelé Edwin ce matin. Ils prétendent avoir des documents qui remplacent le testament avec lequel nous avons travaillé. C'est très préoccupant, Colleen. Nous pensons que quelqu'un pourrait essayer d'escroquer la succession. J'ai regardé Mitchell, qui secouait la tête avec ce qui aurait pu être de l'amusement. Sidney, je ne comprends pas quel genre de documents. Des papiers juridiques qui n'ont pas de sens. Écoute, mère, je pense que tu devrais venir au bureau de Martin Morrison immédiatement. Nous devons régler cela avant que tu ne signes quoi que ce soit, ou ne prennes des décisions que tu pourrais regretter. L'urgence dans sa voix était révélatrice. Ils avaient découvert qu'ils n'héritaient pas de ce qu'ils pensaient, et ils paniquaient. Je serai là dans 1 heure, dis-je, et je raccrochai.
Mitchell se renversa dans son fauteuil. Alors, Madame Whittaker, le moment de vérité est arrivé. Que voulez-vous faire? J'ai regardé les documents étalés sur son bureau, preuve d'années de manipulation et de vol, preuve de la planification minutieuse de Floyd, et la base juridique pour tout choix que je ferai ensuite. Je veux comprendre quelque chose, dis-je lentement. Si je leur donne les propriétés avec les hypothèques, sont-ils légalement obligés de payer ces dettes? Absolument. Les hypothèques sont transférées avec les propriétés. Ils auraient 30 jours pour refinancer ou assumer les prêts, ou faire face à la saisie. Et étant donné leurs dettes existantes et leurs problèmes de crédit, aucune banque ne les refinancerait. Ils perdraient les propriétés et devraient toujours les soldes déficitaires. J'ai pensé au dîner de la veille, à la robe de créateur de Bianca et aux voitures chères dans leur allée, à l'arrogance décontractée de Sidney et à la fausse sollicitude d'Edwin. J'ai pensé aux 22 ans passés à être traité comme une étrangère dans ma propre famille, à être rejeté, traité avec condescendance et finalement trahi. Mais surtout, j'ai pensé à Floyd allongé dans ce lit d'hôpital, sachant ce que ses fils planifiaient, travaillant même dans ces dernières semaines pour me protéger de leur cupidité. Monsieur Mitchell, dis-je, me levant et lissant ma jupe. Je crois qu'il est temps pour Sidney et Edwin d'apprendre les conséquences de leur choix. Alors que je conduisais vers le bureau de Martin Morrison, mon téléphone vibrait d'un flux constant de SMS de plus en plus désespérés. Sidney, mère, s'il te plaît, ne signe rien tant que nous n'avons pas réglé ça. Edwin, Colin, il y a des gens qui essaient de profiter de ton chagrin. Sois prudente. Bianca, nous sommes tous une famille ici. Ne laisse pas des étrangers s'immiscer entre nous. Famille. Il pensait toujours pouvoir me manipuler avec ce mot. Mais alors que je me garais dans le parking du bâtiment de Martin, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Pour la première fois en 22 ans, je n'entrais pas dans une réunion en tant que femme de Floyd, ou belle-mère de Sidney et Edwin. J'entrais en tant que Colin Whittaker, une femme avec 5,7 millions de dollars, une documentation juridique complète des crimes de ses beaux-fils, et le pouvoir de décider de leur avenir. La veuve effrayée et en deuil qu'il pensait manipuler avait cessé d'exister. À sa place se trouvait quelqu'un de bien plus dangereux, une femme n'ayant plus rien à perdre et tout à gagner. La salle de conférence chez Morrison et Associés n'avait jamais semblé si petite. Sidney et Edwin étaient assis d'un côté de la table en acajou poli, leur visage pâle mais déterminé. Martin Morrison occupait la tête de la table, paraissant plus mal à l'aise que je ne l'avais jamais vu. James Mitchell s'assit à côté de moi, une mallette épaisse à ses pieds et l'attitude calme d'un homme qui détenait toutes les cartes. Colin, commença Sidney avant que quiconque ne puisse parler. Nous sommes contents que tu sois là. Toute cette situation est devenue très confuse. Et nous devons éclaircir certains malentendus. Quel genre de malentendu, ai-je demandé, m'installant dans ma chaise et croisant calmement les mains sur mes genoux. Edwin intervint, sa voix tendue par une fausse inquiétude. Quelqu'un a répandu de fausses informations sur la succession de papa, des affirmations sur différents testaments, des comptes cachés, des choses qui n'ont tout simplement aucun sens. Nous craignons que des gens sans scrupules n'essaient de profiter de ton chagrin. Martin Morrison s'éclaircit la gorge. Colin, je dois admettre que je suis confus moi aussi. Monsieur Mitchell ici présent prétend avoir des documents qui remplacent le testament avec lequel j'ai travaillé, mais Floyd n'a jamais mentionné avoir changé d'avocat ou créé de nouveaux documents successoraux. C'est parce que Floyd ne vous faisait plus confiance, dis-je doucement. La pièce devint silencieuse comme une tombe. Le visage de Martin devint rouge, tandis que Sidney et Edwin échangeaient un regard de pure panique. Pardon, dit Martin. J'ai ouvert mon sac à main, et j'en ai sorti la lettre de Floyd, celle que j'avais trouvée dans le coffre. Floyd a découvert que quelqu'un dans votre cabinet fournissait des informations sur sa planification successorale à Sidney et Edwin. Il ne pouvait pas être sûr si c'était vous personnellement ou quelqu'un de votre bureau, alors il a décidé de transférer ses affaires ailleurs. C'est impossible, dit rapidement Sidney. Papa faisait entièrement confiance à Martin. Ah oui? J'ai regardé directement Sidney, appréciant la façon dont sa façade confiante commençait à se fissurer. Alors pourquoi a-t-il secrètement engagé un détective privé il y a 8 mois, pour enquêter sur vos activités financières? Et pourquoi a-t-il déplacé 4,7 millions de dollars vers des comptes auxquels seul moi peux accéder? Edwin émit un bruit d'étouffement. 4,7 millions. Ce n'est pas possible. Papa n'avait pas ce genre d'actifs liquides. En fait, si, dit James Mitchell, ouvrant sa mallette et sortant un dossier épais.
Votre père était considérablement plus riche qu'aucun de vous ne le réalisait. Il constituait discrètement un portefeuille depuis des années, spécifiquement pour assurer la sécurité de Colin après sa mort. Il étala des documents sur la table. Relevé bancaire, dossier d'investissement, acte de propriété. La maison dont vous pensez hériter, elle a une hypothèque de 1,2 million de dollars contre elle. La villa au lac Tahoe, 800 000 dollars de privilèges. Votre père a contracté ses prêts spécifiquement pour grever tout héritage de dette. Le visage de Sidney était passé de pâle à gris. Vous mentez. Je crains que non, poursuivit Mitchell calmement. Votre père a tout documenté très soigneusement. Y compris vos dettes de jeu, Sidney, 230 000 dollars à divers créanciers, et les projets d'investissement frauduleux d'Edwin, qui ont coûté à ses clients près de 300 000 dollars. C'est du harcèlement, dit Edwin, sa voix se brisant. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela. Mitchell sourit et sortit un autre dossier. En fait, je le peux. Dossier bancaire montrant des signatures falsifiées sur des documents de prêt. Dossier de virement bancaire prouvant le détournement de fonds. Conversation téléphonique enregistrée où vous discutiez tous les deux de la manipulation de la succession de votre père, pendant qu'il mourait à l'hôpital. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Martin Morrison fixait les documents avec l'expression horrifiée d'un homme réalisant qu'il avait été complètement dupé. Colin, dit Sidney, sa voix maintenant ouvertement désespérée. Sûrement tu ne crois pas ces fabrications. Nous sommes une famille. Nous t'aimons. Famille, répétai-je. De la façon dont vous m'aimiez quand vous m'avez dit que j'héritais de 20 000 dollars après 22 ans de mariage? De la façon dont vous m'aimiez quand vous m'avez donné 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre? Bianca, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit soudainement la parole. C'est juste un malentendu. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons faire des ajustements. En fait, l'interrompis-je, il n'y a rien à arranger. Le vrai testament, celui qui est juridiquement contraignant, me laisse tout. Le choix de ce que, le cas échéant, Sidney et Edwin hériteront, est entièrement le mien. J'ai plongé la main dans mon sac à main et j'en ai sorti un autre document. C'est un acte de donation que j'ai fait préparer ce matin. Je vous donne exactement ce que vous avez essayé de me donner. Sidney saisit le document et le lut rapidement, son visage passant par la confusion, la compréhension, et finalement l'horreur. Tu nous donnes la maison et la villa, dit Edwin lentement. Mais avec les hypothèques, ajoutai-je. C'est exact. Vous posséderez des propriétés valant environ 1,6 million de dollars, avec des dettes associées de 2 millions. Cela vous laisse un trou de 400 000 dollars, ce qui semble approprié étant donné vos difficultés financières existantes. Tu ne peux pas faire ça, dit Sidney. Mais sa voix manquait de conviction. En fait, je le peux. C'est exactement ce que Floyd voulait. Il voulait que vous fassiez face aux conséquences de vos choix. Martin Morrison trouva enfin sa voix. Colin, c'est extrêmement irrégulier. Peut-être devrions-nous prendre un peu de temps pour examiner toutes les options. Non, dis-je fermement. J'ai tout examiné. Sidney et Edwin peuvent accepter leur héritage tel qu'il est offert, ou ils peuvent partir sans rien. Ce sont leurs seules options. Et si nous refusons, demanda Edwin. James Mitchell répondit. Alors Madame Whittaker poursuivra au pénal pour abus sur personne âgée, grand larcin et fraude électronique. Les preuves sont accablantes. Vous risqueriez tous les deux une peine de prison importante. Le silence s'étira pendant ce qui sembla être des heures. Je pouvais voir l'esprit de Sidney travailler, essayant de trouver un angle, un moyen de négocier ou de manipuler la situation. Edwin avait juste l'air vaincu. Finalement, Sidney parla. Qu'est-ce que tu veux de nous? Je veux que vous signiez les papiers acceptant l'héritage tel qu'il est offert. Je veux que vous acceptiez de ne plus jamais me contacter, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Et je veux que vous compreniez que c'est ce que votre père a choisi pour vous. Pas par haine, mais parce que vous lui avez forcé la main. Bianca commença à pleurer. Cela va nous ruiner. Nous allons tout perdre. Vous auriez dû y penser avant de commencer à voler votre père mourant, dis-je sans sympathie. Edwin leva les yeux vers moi avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Il a vraiment planifié tout ça. Chaque détail. Votre père était beaucoup plus intelligent que vous ne lui en avez jamais donné le crédit. À la fin, ils ont signé. Ils n'avaient pas le choix. L'alternative était la prison. Et même dans leur désespoir,
il n'était pas tout à fait prêt à risquer cela. Alors qu'il sortait de la salle de conférence, Sidney s'arrêta à la porte. « Ce n'est pas fini, Colin. »« Si, ça l'est, répondis-je calmement. C'est complètement fini. 3 mois plus tard, j'ai vendu les biens immobiliers que Sidney et Edwin n'avaient pas les moyens de garder, et j'ai déménagé dans un charmant cottage à Carmel, surplombant l'océan Pacifique. Le cottage a coûté 1,2 million de dollars comptant, et me laissait encore plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en plusieurs vies. J'ai reçu des nouvelles par mon avocat, Sidney avait déposé le bilan, et suivait une thérapie pour addiction aux jeux ordonnée par le tribunal. Edwin avait réemménagé chez sa mère et travaillait comme directeur de nuit dans un hôtel près de l'aéroport. Bianca avait demandé le divorce et déménagé à Los Angeles avec sa sœur. Parfois, généralement le soir quand le brouillard roulait depuis l'océan, je pensais à Floyd et je me demandais s'il approuverait la façon dont tout s'était déroulé. Puis je me souvenais de sa lettre, de sa planification minutieuse, de sa détermination à me protéger même après la mort. Je pense qu'il aurait été très satisfait, en effet. Le cottage était accompagné d'un beau jardin que les propriétaires précédents avaient négligé. Je passais mes journées à le ramener à la vie, plantant des roses comme celles que Floyd et moi avions fait pousser ensemble, créant des jardins d'herbes aromatiques et des parterres de fleurs qui fleurissaient en succession soigneusement planifiés tout au long de l'année. C'était un travail paisible, satisfaisant d'une manière que 22 ans de gestion des attentes des autres n'avaient jamais été. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'avais de compte à rendre à personne d'autre qu'à moi-même. J'ai rejoint le club de jardinage local, pris des cours d'aquarelle au collège communautaire, et même commencé à faire du bénévolat au refuge pour animaux. Des plaisirs simples, mais ils semblaient révolutionnaires après des décennies à vivre ma vie au service des besoins et des désirs des autres. Un après-midi, alors que je taillais les roses fanées dans mon jardin de devant, une jeune femme s'arrêta près du portail. Elle avait peut-être 30 ans, avec des yeux gentils et un sourire hésitant. « Excusez-moi, dit-elle. Je suis Sarah Mitchell, la fille de James Mitchell. Il m'a dit que vous pourriez être intéressé par des opportunités de bénévolat. » J'ai posé mon sécateur et j'ai marché jusqu'au portail. Quel genre d'opportunité ? Je travaille avec des femmes qui essaient d'échapper à des relations abusives, à des abus financiers, à la manipulation émotionnelle, ce genre de choses. Papa a dit que vous pourriez comprendre ce qu'elles traversent. J'ai pensé à la femme effrayée et confuse que j'avais été quelques mois auparavant, convaincue que j'étais impuissante et dépendante de la bonne volonté de gens qui ne se souciaient pas de moi. Il se pourrait bien, dis-je. Sarah sourit. Aimeriez-vous entendre parler de ce que nous faisons ? En discutant, j'ai réalisé que le dernier cadeau de Floyd pour moi n'avait pas seulement été la sécurité financière. Il m'avait donné quelque chose de bien plus précieux, la connaissance que j'étais plus forte que je ne l'avais jamais imaginé, plus intelligente qu'on ne me l'avait accordé, et capable de me protéger moi-même, ainsi que d'autres qui avaient besoin de protection. 2 mois plus tard, j'ai créé la fondation Floyd Whitaker pour la justice financière, fournissant un soutien juridique et une éducation financière aux victimes d'abus financiers familiaux. Ce n'était pas l'héritage que Sidney et Edwin s'attendaient à laisser derrière eux, mais c'était exactement l'héritage que Floyd aurait voulu. Maintenant, je suis curieuse à propos de vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place ? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Commentez ci-dessous. Et en attendant, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont des favoris de la chaîne, et elles vous surprendront certainement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.